Plaisir d'entendre parler de l'IBM. J'étais encore quelques années rédacteur en chef du journal L'État. Vous savez de quoi je parle. Les propos d'une triche me ramènent vers vous. C'est quoi le problème au niveau de la chaîne des coûts? Pourquoi ça coûte autant cher au Cameroun? Vous avez essayé de... Vous avez fait une comparaison qui nous dit littéralement. Mais c'est quoi le problème en fait? Pourquoi est-ce que ça coûte aussi cher d'imprimer des journaux au Cameroun? Merci. Oui, je vous remercie. Merci beaucoup à M. Serge Armand-Ligiou. Je voudrais partager un peu mon expérience avec les uns et les autres. J'arrive dans la presse d'abord avec un journal imprimé, L'Enjeu. L'Enjeu. Donc, c'est un titre que j'ai lancé, je crois, en 2002. Et il n'a pas fait long feu parce que ne maîtrisant pas les rouages de l'imprimerie, je me suis fait flouer. La première édition, je me suis fait flouer et ça m'a causé énormément un manque à gagner, seulement un très grand manque à gagner. Lorsque je demande un tabloïd, je sors, quand je reviens, je me rends compte qu'on m'a sorti un petit truc comme ça sous la forme d'un magazine. Donc c'était pas ça mon esprit. Et le patron me dit, je vais voir comment on va arranger, mais allez avec ça. Ouais, il a pris de l'argent, il a déjà encaissé son argent, et puis vous comprenez un peu. Donc il y avait cette incompétence-là. Et donc je suis parti. Les économies que j'avais, progressivement, à 5 numéros, c'est parti, c'est fini. Parce que lorsque je fais le contrat avec Messa Presse, quand moi je vois ce que je suis en train de, personnellement, ce que je suis en train de vendre, je me dis, ça ne représente, c'est-à-dire que je ne pourrais pas aller vers Messa Presse demander ce qu'il y a dans mon compte, sans avoir atteint au moins 10 numéros. Parce que quand vous avez, j'ai le journal, lorsque je parais, il y a des années qui, en tout cas les connaissances, on ne fait que demander. Donne-moi un exemplaire. Tu deviens un distributeur, mais il y a aussi le souci de faire connaître ton journal. Donc là, ça, il y a le souci de faire connaître ton journal. Et donc j'ai arrêté, et au cours d'une aventure avec un régisseur qui s'était engagé à produire un journal pour la commune de Tcham, un journal en ligne. Donc il m'a recruté pour assumer cette place, parce que lui étant à Paris et étant régisseur de Tcham, c'était une clause de contrat. Il fallait absolument que la ville de Tcham ait un journal en ligne. Donc on a travaillé pendant 7 mois et après il a arrêté. Donc moi j'ai trouvé que c'était une opportunité pour moi, parce que j'avais déjà découvert la force que représentait le journal en ligne par rapport au journal papier. D'abord, vous avez beaucoup de lecteurs, même si moi je ne m'intéressais pas aux revenus, c'est-à-dire au modèle économique. Je ne savais pas si c'était rentable ou pas, mais je voyais qu'avec le temps, l'audience grandissait beaucoup. Et c'était ça ma préoccupation. Et donc, ça me pousse à créer un blog. En 2010, je lance le blog sinotable.skyrock.com qui existe toujours, que j'anime toujours. Je l'anime 3 fois par mois. Donc, je lance ce blog-là et le premier jour, j'ai eu 4 visiteurs, 4 lecteurs. Mais le lendemain, j'ai trouvé que j'avais atteint 100 et progressivement, ça a explosé. Et donc, maintenant, les messages qui me sont parvenus, les réactions, c'était des réactions très motivantes. Je me souviens qu'il y a quelqu'un qui m'avait demandé, est-ce que vous pensez que vous allez tenir? Vous les Camerounais, vous avez l'habitude de proposer de bonnes choses aux gens et après, comme si après vous lâchez. C'est un défi et je pense que c'est pour ça que je suis encore là aujourd'hui. Je réponds toujours à ces défis-là. C'est un défi qu'il m'avait lancé et je me suis dit, je vais répondre à ces défis. Et un jour, il m'a demandé, est-ce qu'il pourrait me soutenir? J'ai dit oui. Qu'est-ce que je peux faire pour toi?
Je lui dis, bon, moi je n'ai pas d'ordinateur. Ben, sauf que quand il me dit, bon, je peux te donner un peu d'argent, mais il ne faut pas que tu t'amuses avec mon argent. Je lui dis, je n'ai pas besoin de ton argent. Garde ton argent. C'est-à-dire, c'était comme ça là. Je lui dis, je n'ai pas besoin de ton argent, garde ton argent. Et ça s'est coupé là. Mais c'est notable que vous voyez, n'a pas eu de modèle économique. Même le premier technicien que j'ai eu, le premier webmaster que j'ai eu, a posé ce problème-là. Mais je n'ai pas su comment. Je lui ai demandé même à un moment donné d'essayer de voir lui-même comment on peut régler ça. Mais la seule possibilité, c'était Google, les publicités Google. Et il fallait créer un compte de Google AdSense pour introduire, pour que Google affiche ses publicités. Et puis, au nombre de clics, on te paye un certain nombre de. Mais à l'époque, avoir une carte bancaire, c'était. La carte Visa, là, c'était pas à ma portée. Donc, quand j'ai commencé l'opération, après, j'ai abandonné parce que c'était très difficile. Je ne parvenais pas à trouver le moyen pour payer cette carte-là. Donc, j'ai abandonné. Et j'ai fait fermer maintenant les zones pour les publicités. Parce que là, Google mettait ces publicités. Et c'est eux-mêmes qui m'ont envoyé un message pour que je puisse ouvrir ce compte-là. Donc, il y avait cette publicité-là. Je ne l'ai pas fait. Et j'ai abandonné. Mais aujourd'hui, lorsque je vois, et je voudrais m'accrocher toujours au slogan, au service des causes nobles. Parce que derrière les causes nobles, c'est de la solidarité, c'est le bénévolat. Parce qu'il faut le dire, avant que je me lance comme à mon propre compte, j'avais déjà plus de 10 ans dans des journaux comme ça, là où je ne percevais rien. C'était tout simplement la motivation. C'est-à-dire que, je ne sais pas, c'était bon, la satisfaction de réaliser mon rêve, être journaliste, tout simplement ça. Donc, aujourd'hui, je fonctionne, et comme j'ai toujours fonctionné, je n'ai pas de subvention, je n'ai pas de modèle économique, mais depuis un an, on travaille sur un projet, on travaille sur un projet de formation. C'est-à-dire que l'année passée, lors du gala des cours, du festival des causes nobles, je parlais d'un campus local. Donc, ce sera fait bientôt, ce sera lancé bientôt, c'est une formation au nouveau métier, les nouvelles technologies. Et je pense que c'est à ce moment-là qu'on compte véritablement rentabiliser Sinotable. Parce que même les problèmes techniques que l'on a seront résolus par les gens que l'on forme. Il pourra avoir d'autres supports à côté, spécialisés, non plus dans l'information, l'information d'actualité comme on fait là. Mais c'est un peu ça. Donc Sinotable n'a pas de. Mais l'année prochaine, on aura 10 ans. Et 10 ans avec. Pendant les 10 ans, j'ai eu à travailler avec 3 techniciens, 3 webmasters, qui ont également bien posé leur bonne gestion. C'est bon pour ça que je pense que c'est une véritable cause noble. Je n'ai pas mal choisi ce que je fais, parce que le premier avec qui j'ai créé le journal est parti. Quand je lui ai demandé à un membre de faire le concours, il est parti, il est sorti ingénieur polytechnicien. Après, il est dans une université au Québec aujourd'hui, où il prépare un doctorat sur la bioinformatique. Tout le temps, on collabore. C'est-à-dire qu'il y a des moments où celui qui me dit qu'il faut faire telle chose sur le site. Le deuxième, on a fait pratiquement 2 ans. Il est également parti. Il est parti. Google Afrique, il a travaillé à Google Afrique. Maintenant, il a ouvert sa propre entreprise à Douala. Le troisième, en octobre, a décroché son emploi dans une autre société à Douala. Je suis à la recherche d'un troisième. D'un quatrième. Et j'ai expérimenté si vous avez vu mon site ces derniers temps, vous avez vu qu'il y a j'ai expérimenté un qui m'a pas rendu satisfaction. De telle sorte qu'on a bloqué. On a bloqué son accès aussi pour que je puisse trouver quelqu'un qui. Oui. J'ai une question. Oui. De quoi vit dans le site et de quoi vit son compte? S'il n'y a pas de d'économie, les revenus viennent d'où? Moi, je suis photographe. J'ai mon appareil photo. Non, c'est vrai. Moi, je suis photographe. Parce que vous ne pouvez pas compter sur les perdièmes qu'on vous donne. Les perdièmes de fin de série. Vous ne pouvez pas compter sur ça pour animer au quotidien un journal. Vous
pouvez pas. Mais ce que je fais maintenant, c'est que lorsque je vais sur le terrain, je peux trouver, je peux rentrer, et puis quelqu'un m'appelle et me dit, mais tu as fait des photos, est-ce que tu n'as pas de photos là? Mais à ce moment-là, il ne paie pas les photos à 500, comme je ne lui vends pas la photo à 500 francs. Il m'arrive de vendre 2 photos à 10 000. Et puis j'ai un appareil comme ça que j'ai acheté en vendant une seule photo. En vendant une seule photo, j'ai aussi un appareil comme ça que j'ai acheté en vendant une seule photo. J'ai réussi. À Jeune Afrique. À Jeune Afrique. Donc c'est tout ça. Très bien, merci pour ce partage d'expérience. On va donner la parole à une troisième personne. On va passer la parole. Quand on vous écoute, déjà tout à l'heure, Ulrich parlait des journaux qui sont nés et qui sont morts de leur propre mort. Il a parlé de Jean Hebdo, il a parlé de Sinota qui a annoncé récemment sa fermeture. Meno Actu. Meno Actu, excusez-moi. Meno Actu qui a annoncé dernièrement sa fermeture et ensuite sa réorganisation. Et M. Djidjou nous parlait de ses expériences. Il a essayé plusieurs choses, il a créé plusieurs presses qui sont également mortes prématurément. Alors, quand on vous écoute, et avec le témoignage que Sinota vient de faire là, on a plutôt tendance à se décourager. On se dit, ça sert donc à quoi de créer un organe de presse si cet organe va mourir prématurément? On se demande, est-ce que c'est nécessaire d'investir son argent pour créer l'organe de presse? Et du coup, comme on sait que de nos jours, les journalistes sortent des écoles et se retrouvent plutôt au chômage parce que ne sont plus recrutés, sont obligés de se débrouiller dans les organes de presse privés et ne sont même pas payés. Alors, certains se disent, j'ai la formation, je vais créer mon organe de presse. Alors, si on part sur la base de qu'aucun organe de presse ne peut être périn, moi je voudrais poser la question à M. Djidjou. Selon votre expérience, à partir de votre expérience et à partir de ce que vous avez certainement observé ailleurs, quelles sont les dispositions qu'on peut prendre pour assurer la pérennité d'un organe de presse, notamment les dispositions financières, c'est-à-dire moi aujourd'hui, si je veux créer mon organe de presse, comment dois-je faire pour m'assurer que cet organe-là ne mourra pas dans 2, 3, 4, 5 ans? Qu'est-ce que je peux notamment faire? D'abord, celle de Mathurin à ZEFAC, avec qui vous partagez la chapelle du collège Guéman, qui est donc surpris de la différence plutôt monumentale qu'il y a entre les coûts qu'on peut avoir, notamment les coûts d'imprimerie en Occident et les coûts qui sont pratiqués au Cameroun, d'autant plus qu'avec l'expérience de Racine et avec notre support, il a pu expérimenter dans les deux marchés. Donc comment ça s'explique? Est-ce qu'il y a des raisons profondes à cela? Je pense que le premier problème, c'est le papier. Il faut dire que même si le bois est chez nous, le papier vient malheureusement d'ailleurs. Nous importons le papier. Et pour tout aggraver, notre gouvernement n'a pas compris ou n'a pas voulu comprendre l'enjeu du papier. Il a parlé des accords de Florence. Partout dans le monde, le papier étant le support du savoir, le papier est exonéré de toute taxe, de tout impôt, partout dans le monde. Il y a même des mesures de facilitation, parce que l'État comprend que derrière le papier, c'est le véhicule de beaucoup de choses. Mais chez nous, apparemment, je ne suis pas imprimeur, il n'y a aucune facilité. Donc, l'imprimeur européen part déjà avec l'avantage sur la matière première, qui est le papier. Après, il y a l'outillage. Il est possible qu'ils aient des machines plus sophistiquées, plus automatiques, qui fait qu'en termes de main-d'œuvre, de façonnage, il n'y a pas des charges comme nos imprimeurs. Vous pourrez avoir à faire beaucoup de choses à la main, vous
pour une quadrille à passer 4 fois avec tout ce que ça comporte. Donc je pense que déjà objectivement, il y a ces éléments d'intrants. Après, il y a la taille. Il y a la taille, il est évident qu'en termes d'économie d'échelle, si vous avez affaire, parce que le papier, quand vous vivez en Europe, vous recevez au moins 4 lettres par jour. Rien que dans la publicité, la presse gratuite. J'imagine que les acteurs de ce secteur-là en Europe, quand je vois le foisonnement, ont beaucoup de travail. Donc, du coup, j'imagine qu'ils font des économies d'échelle qui leur permettent de faire des prix. Et puis, je ne vous cache pas que quand on arrive là-bas pour imprimer, dès que tu dis au blanc que tu vas payer cash, il est très content de te faire un bon prix parce qu'ils ont un système aussi de traçabilité qui fait qu'ils tombent rarement sur des gens qui veulent payer cash. Donc, l'arabe à qui tu donnes l'argent cash, c'est pour une fois qu'il peut faire un petit truc au noir, qui passe presque inaperçu et puis les volumes. Donc il y a toutes ces conjonctions de facteurs. Hein. Mais je dis ça comme ça, juste en y réfléchissant. Je ne suis ni imprimeur ici, ni imprimeur là-bas, donc c'est ce que je peux m'imaginer. Comme ça, a priori. Après, il y a peut-être d'autres raisons si on entre plus en profondeur. Mais je vois essentiellement le coût du papier, enfin, même des encres et tout, tout vient de là-bas en fait. Donc, ils ont ça moins cher. Ils ont des machines certainement plus sophistiquées, donc ils font très peu, il y a très peu de travail manuel, de façonnage qui coûte du temps et du personnel. Et puis, bon, déjà ces deux facteurs-là, et puis il y a donc le volume. C'est ce que je peux dire. Après, si d'autres personnes, comme je suis une causerie, hein, je sais pas, si d'autres personnes ont d'autres idées, mais je vois que ça peut être ce genre d'élément. Mais elle pose toute la question du débat d'aujourd'hui. Est-ce que finalement la presse est viable? Mais ça renvoie aussi à, avant même qu'on arrive à la presse, la plupart des entreprises qu'on crée ici chez nous vivent difficilement. Hein. On a des taux d'échec très élevés dans tous les secteurs. Quand ça vit, c'est parfois à cause des positions de vente. C'est-à-dire que vous allez voir quelqu'un qui prospère parce qu'il a été en Chine, il est le premier à importer telle chose. Le temps que ça se vulgarise, il se fait un peu de pognon, ou bien il a un créneau où il a un petit monopole, ou bien l'accès. Notre marché est bizarre. Et plus encore si on raisonne pour une presse en pensant que c'est une presse à champ. Mais comme je dis structurellement, dans la démarche entrepreneuriale, on a des vices, on a des biais liés à notre façon même de faire. Vous allez voir toute une promotion de journalistes. Ils sont 50, 60, ils sortent chaque année, et vous ne trouvez jamais 4, 5 qui se mettent ensemble pour faire quelque chose. On est tous là, chacun dans son aventure individuelle, mais c'est une limite objective l'autre. Je disais tout à l'heure que ce n'est pas parce que tout le monde échoue que ça veut dire que ça ne peut pas aller. Est-ce que quelqu'un a essayé avec la taille critique nécessaire pour réussir? Quand il y a une taille critique, c'est au niveau même de l'équipe qui porte le projet. Est-ce qu'un bon ingénieur informaticien qui vient de sortir de l'école, qui partage le rêve de ce table, c'est-à-dire qu'il ne vient pas là comme quelqu'un que lui doit payer alors que lui-même se cherche, avec un journaliste qui sort de l'école avec sa passion, avec un spécialiste du marketing, qui sait comment présenter les choses, vendre au marché, qui a des notions de publicité, ainsi de suite. Est-ce qu'on peut imaginer une équipe de 4-5 personnes pluridisciplinaires, motivées, qui se disent, ben, on va forger notre voie. C'est comme ça que les autres sont ailleurs. Hein. Donc ils sont d'abord une équipe sérieuse. Une fois qu'ils sont une équipe sérieuse, ils peuvent même espérer lever les fonds. Parce que le grand frère que vous allez chacun individuellement voir, vous dit vraiment, je suis dans le journalisme, j'ai un projet là, si je peux avoir même 2 millions, je pense que c'est toujours un individu qui veut qu'on le finance, puis presque pas un projet. Quand vous affichez, quand j'ai commencé à faire les couveuses néonatales, c'était, je pense, même plus compliqué que la presse. C'est-à-dire, tu dis que tu vas fabriquer une couveuse. Au Cameroun, c'est dans un pays où même le cuir d'âne est pauvre. Donc, on te regarde comme un sorcier. Quelque chose où quelqu'un va vivre. Donc, avec tous les risques que ça comporte, personne ne croit en toi.
je pense que ce qui a fait qu'on arrive à quelque chose, c'est que j'ai quand même réussi à mettre avec moi une équipe. C'est-à-dire quand j'ai réussi à convaincre un ingénieur, un électronicien, un médecin, quelqu'un du marketing, même un designer pour la forme, pour dire révisons cette affaire. On était quand même bien 5 ou 6. Ça fait qu'on était, je pense, un peu sérieux dans ce qu'on faisait. Ça demande des sacrifices. Mais la première barrière pour la presse, comme pour beaucoup de choses, à mon avis, c'est notre incapacité chronique à former des équipes pour travailler. Parce que comme je dis, peut-être ça ne marche pas, parce qu'on est tous très faibles individuellement. Est-ce que si les élites qui veulent bien se faire non, hein, ou qui sont à la diaspora, qui veulent bien se faire connaître, voyaient sur un an un journal sorti être fort sur la durée, est-ce qu'ils n'accompagneraient pas la démarche? Est-ce qu'ils ne souscriraient pas à la dynamique? Est-ce que les politiques ne viendraient pas comprendre que non, il faut communiquer ici, mais comment faire donc pour faire ce premier kilomètre individuellement? Ça me semble compliqué. Et même ceux qui ont l'argent, qui viendraient dans une telle aventure, ils n'auront jamais, même celui qui a 2 millions, 3 millions, ne le mettrait pas pour travailler un individu. C'est pas évident. S'il voit un individu, voilà, on est 4, lui sort de Polytech, lui sort de l'essai, il y a un ancien avec nous qui a eu l'expérience dans la presse, vraiment, il commence à vous écouter un peu attentivement. Parce qu'au fond, ce n'est pas une histoire, ce n'est pas un financement qui est adossé sur quelqu'un qui peut tomber malade, qui peut avoir le concours de police et disparaître, parce qu'il y a tous ces aléas, des parcours de vie, qui font que parfois on se croit très pertinent, avoir le tonton pour lui dire ceci, mais lui aussi, il y a des choses qu'il ne vous dit pas en face, mais derrière sa tête, il raisonne. Il se dit, est-ce que c'est un bon investissement? Le risque est très élevé. Est-ce que les gens sont présentés à un projet de presse? Un vrai projet de presse, selon les canons de ce qu'on entend par projet. Voilà ce notable qui est là depuis plus de 10 ans. Il n'a jamais écrit son propre projet. Il cafouille aussi, c'est la passion, le porte. C'est quelque chose sur lequel on peut bâtir. Mais l'équipe vient autour de lui pour dire vraiment, tu as fait ça comme ça, nous on a tel background, et être prêt. Parce que si tu viens vers ce notable, tu veux un salaire. Mais évidemment, vous allez tous bloquer à l'entrée. Mais peut-être lui passionné, si tu viens partager sa passion par rapport à ta spécialité, et pour faire chorus, finalement vous avez un projet, quand vous allez vers l'université ou vers la mairie, peut-être on commence à vous écouter, à vous donner des fenêtres, peut-être votre façon de vous présenter. Aujourd'hui, il y a Internet. Je ne cache pas un secret. Pour la couveuse, quand j'ai fait mon pitch, j'ai lancé un appel à fonds pour faire l'atelier. J'ai pu lever quelques dizaines de millions. Ça paraissait absurde. Mais pourquoi? Parce qu'on a vu une équipe. C'est vrai qu'il y avait le prix, mais le prix aussi est venu. En fait, comme pour toute chose, comme pour toute affaire, c'est difficile de savoir d'avance où la pierre va tomber. Mais il faut savoir que quand la passion vous porte et que vous êtes en équipe, et que vous savez clairement, parce qu'il a parlé par exemple des possibilités aujourd'hui que le numérique nous donne, en termes de monétisation, de l'impact de l'audience et tout, c'est toute une expertise. C'est le marketing digital, il ne peut pas être spécialiste de tout. Mais qui est dans l'expert du marketing digital qui va se mettre avec lui? Est-ce que lui aussi est prêt aujourd'hui à comprendre que même s'il a son projet depuis 10 ans, il peut être copropriétaire avec d'autres? C'est dans les deux sens. On a ce problème, on est tous figés dans des postures, pourtant des postures d'échec. Il faut construire un projet de presse. Ça demande d'être capable de dire, j'ai parlé tout à l'heure de contenu. Et puis, il y a quelque chose qui nous trompe aussi beaucoup. On est trop calqué parfois sur ce qu'on entend ou ce qu'on a toujours fait. Quand j'ai commencé à faire Racine, par exemple, j'ai parlé des réunions. Parce que Racine, en particulier, comme c'est la culture, les coutumes, j'ai commencé à vendre, le jour où j'ai commencé à aller vers les réunions. Donc il y avait des réunions qui se tenaient le deuxième mardi de chaque mois, qui savaient déjà qu'il y a quelqu'un qui apporte le journal Racine, qui était content de voir que c'est 400 au kiosque, mais à la réunion c'est 200. Qui prenait aussi ça comme ça.
Quand tu as déjà 1000 personnes qui prennent quand même à 200, mais de manière régulière, mais ça suffit que quelqu'un va vers eux pour discuter avec eux, ainsi de suite. Et puis, on ne sait même pas ce qu'on veut mettre dedans. Si on veut faire la presse pour absolument faire comme les autres, peut-être qu'au fond, ceux qui peuvent payer voudraient s'intéresser plus aux coutumes, savoir qu'on fait telle danse dans telle chefferie, quel est le sens profond de cette danse, savoir que dans le temps des Allemands, ça a été comme ci, comme ça, savoir, on ne sait pas, je veux dire, est-ce que même quand on dit presse, est-ce qu'on s'est interrogé sur ce que notre public cible veut comme contenu pour travailler dessus? Ça, c'est tous les versants même de la construction du produit. Donc, il y a beaucoup de choses sur lesquelles il faut travailler à mon sens et pour lesquelles on ne peut pas travailler individuellement. C'est ce que je peux dire de manière brute. Donc, j'insiste sur la nécessité de voir émerger des gens qui travaillent en équipe. C'est pas facile, mais il faut y arriver. Qui travaillent en équipe et qui arrivent à bien comprendre leur marché, sans être bloqués dans des modèles existants. Sur comment on distribue, ce n'est pas forcément le kiosque. Et quand vous affichez un certain sérieux, les gens viennent vers vous avec sérieux. Ça veut dire que quand vous affichez un sérieux, vous allez parler à une élite qui peut financer, vous allez parler à la mairie, vous allez parler à l'université, aux acteurs clés de votre environnement, qui vont certainement vous regarder avec un peu de sérieux. Merci.